Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce podcast enregistré au restaurant Un Posto al Sole à Bruxelles. Mon invité est l'un des animateurs préférés des Français. Bonjour Vincent Lagaffe. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. C'est désormais sur les planches que nous vous retrouvons. Du 16 au 21 novembre prochain, vous jouerez dans une pièce intitulée Père et Mère aux côtés de Christian Vadim au Centre culturel d'Oderghem. Vous aviez déjà travaillé ensemble ? Oui, une fois, on avait fait une pièce de théâtre. Philippe Lelouch m'avait téléphoné en disant on va reprendre le jeu de la vérité. Moi, je ne peux pas jouer. Est-ce que tu veux reprendre mon rôle? Et donc, j'ai quand même été surpris parce que moi, j'ai plutôt une réputation de mec populaire. Et je ne pensais pas que des mecs de talent, des mecs de théâtre pouvaient se dire on va jouer avec un clown tel que Vincent Lagaffe. Donc, j'ai dit à Philippe mais t'es sûr que Vadim et David vont vouloir jouer avec moi? Et ils ont dit oui, non, ça leur pose aucun problème. Et puis voilà, et puis en sortant de cette pièce, on s'est dit tiens, comme on est quand même un peu à l'opposé, et physiquement, et dans la vie, et si on faisait un truc ensemble? Je ne résiste pas à l'envie de vous demander si ce moelleux au chocolat est bon. Ouais, et si tu mets la main, tu perds la main. Comment vous sentez-vous dans l'exercice de la comédie ? C'est ma vie. Ma vie, elle est faite d'interdiction de se prendre au sérieux. Et puis les choses, je les fais sur des coups de cœur. Donc, Lelouch m'a appelé pour jouer le jeu de la vérité, ça a été oui. Je les ai rencontrés, ça s'est super bien passé. En sortant, j'ai dit à Christian, et si on jouait un truc tous les deux? On a trouvé la pièce, ça n'a pas pu se faire, il m'en a proposé une autre. Les choses, à partir du moment où les choses se font naturellement, où on n'est pas obligé de chercher des avocats, des agents, des impresarios, des attachés de presse, des producteurs, etc. Voilà, on avait cette pièce. Tout de suite, la boîte de prod, les Lucioles, le connaissant, me connaissant, se sont dit, bon, on ne peut pas perdre d'argent, donc on fonce. On n'aurait pas eu le Covid, on aurait vécu quelque chose de fantastique. Bon, on vit quelque chose de merveilleux. Mais c'est dommage qu'on ait eu le Covid parce que au lieu de jouer 3 fois par semaine, on joue une fois toutes les 3 semaines. Mais voilà, sinon, c'est très agréable. Et venir finir cette tournée à Oderghem et jouer 5 fois d'affilée, on ne pouvait pas espérer mieux. La Belgique est un pays que vous connaissez bien ? Moi, je connais très bien la Belgique parce que je crois que j'ai dû faire, allez, je ne vais pas exagérer, mais facilement 1000 spectacles en Belgique en 10 ans. Et que s'il n'y avait pas eu le public belge, je ne serais pas là aujourd'hui. Vincent, il y a peu, vous avez révélé que Camping Paradis avait été imaginé pour vous. Pas trop déçu que ça se soit fait avec quelqu'un d'autre ? C'est pas que ça a été imaginé pour nous, c'est que j'ai carrément écrit le premier numéro avec Jean-Luc Azoulay. Et j'étais en pleine guerre avec la direction de TF1, qui est une chaîne extraordinaire, mais qui parfois a des réactions totalement incompréhensibles. Et donc j'étais sur une incompréhension avec Patrick Lelay. Et j'ai dit, ben, écoute, puisque c'est comme ça, j'arrête. Et donc, à partir du moment où tu dis à Patrick Lelay, j'arrête, tu lui dis pas le lendemain, ouais, j'ai bien réfléchi, non, t'arrêtes. Voilà. Donc j'ai arrêté le Big Deal, j'ai arrêté tous ces trucs-là. Je suis parti au théâtre et c'est vrai que j'aurais pu faire Camping Paradis, mais c'est Laurent Vronac qui l'a fait. Je l'ai rencontré lors du tournage de mon épisode et j'ai rencontré quelqu'un d'absolument charmant, délicat, délicieux, gentil comme tout. Toute l'équipe a été super sympa. On a fait une très belle audience. Voilà. Mais oui, c'est vrai que Camping Paradis a été tourné pour moi, a été écrit pour moi au début. Les patrons ont changé depuis une série avec vous. Ah bah ils ont changé, oui, ils sont morts. Étienne Moujotte nous a quittés il y a 15 jours. Lelay nous a quittés il y a un peu moins d'1 an. Après, la télévision a tellement changé que j'ai pas envie de faire tous les efforts nécessaires pour devenir politiquement correct. J'ai jamais été politiquement correct, je ne le serai jamais. Donc j'ai pas envie de faire semblant de bien me comporter. J'ai jamais bien parlé, j'ai jamais été dans le... Voilà, je vais pas m'y mettre aujourd'hui. Je ne sais pas faire, semblant. Donc une série à la télé avec vous, la porte est fermée ? Non, du tout. Si on m'amène une série télé, alors je parlais surtout émissions de grand divertissement, émissions quotidiennes, émissions de jeu comme on faisait à l'époque, je pourrais plus, c'est plus possible. Moi, s'il faut que je fasse attention à tout ce que je dis avant de dire quelque chose, c'est pas la peine.
Donc je ne pourrais plus faire d'émissions en direct ou en quotidienne à la télé. Maintenant, ouais, une série, si, ça me brancherait bien. Quel souvenir gardez-vous des 10 ans que vous avez passé comme géo au Club Med? 10 ans de folie. 10 ans de no limit. Toujours borderline. Toujours. On était dans une. Pour moi, permet, grazie. On était dans une période où pas de restrictions, pas de problème d'argent, pas de sida, pas de open bar. Donc on avait une idée, on la faisait. On avait envie de faire un truc de fou, on le faisait. C'est ce que vous avez essayé de faire tout au long de votre vie? Oui, d'une manière générale, quand j'avais envie de faire quelque chose, je le faisais et je regardais les conséquences après. Je les ai parfois payées fort cher. Mais non, le Club Méditerranée, pour moi, ça a été la plus belle école de la scène. C'est une école où quand même tu es tous les jours sur scène avec du son, des lumières, des décors, des costumes, un public. C'est énorme comme école. Il y en a beaucoup en France qui ont pas le 10e de ce qu'on avait là-bas. Après, c'est l'école de la simplicité, c'est l'école de la gentillesse. Alors, c'est vrai que pour l'intelligentsia parisienne, qui ne marche que si elle est subventionnée, je ne fais pas partie de leur clientèle. Mais je m'en fous. Vu que je n'ai pas voulu faire ce métier, que c'est ce métier qui est venu vers moi, je me fous totalement de ce qu'on a pu dire de moi pendant ces 40 ans. Mais à un point que ça... Et alors, ce qui m'amuse le plus, c'est de voir que tous ceux qui ont eu parfois des commentaires sévères sur moi ne sont plus dans le métier, alors que moi, je suis encore assis au bord de la rivière. Voilà. La surexposition a failli vous faire péter les plombs? Non, elle n'a pas failli, elle m'a fait péter les plombs. J'ai pété les plombs, j'ai pris la grosse tête, j'ai été odieux, j'ai été insupportable. Pas longtemps, parce que j'avais beaucoup de monde autour de moi pour m'entourer et me dire « Oh, tu nous emmerdes ». Moi, j'avais la chance de travailler avec ma femme, mon beau-frère, mon fils. Donc, c'était facile pour eux de... C'est compliqué de dire à quelqu'un qui te fait vivre « Oh, baisse d'un ton ». Ma femme, elle venait voir en disant « Oh, tu m'emmerdes. C'est ou t'arrêtes ou je me casse ». Et quand ton beau-frère te dit la même chose, que tes deux beaux-frères te disent la même chose, il y a un moment où tu te dis « Je dois vraiment être casse-couille en ce moment ». Bon, ça a duré, allez, je vais dire 3 ans. Il y a eu les 3 années du Big Deal où c'était le top du top du top, où moi, je n'étais pas préparé à un tel succès, je n'étais pas préparé à gagner autant d'argent, je n'étais pas préparé à être autant aimé que ça. Donc, ouais, forcément, il y a un moment où tu te dis, le monde ne peut pas se passer de moi, donc je vais dicter mes règles. Et puis, tu les prends vite dans la gueule, tes règles. Le grand public vous découvre avec La Classe, mais c'est avec Laura Lappelle et le Big Deal sur TF1 que vous allez devenir l'un des animateurs préférés des Français. Quels souvenirs gardez-vous de vos années succès? Laura Lappelle, c'était génial parce que c'était en direct. Et là, t'es le roi. C'est-à-dire que tu peux absolument tout te permettre. Tout. Parce que à la finale, tous les gens qui sont autour de toi, ils savent que si tu veux faire une connerie, comme on est en direct, ça sera trop tard, tu la rattraperas pas. Donc, on est aux petits soins avec toi, on est gentil, on est ici. Moi, je me souviens d'un journaliste de Télérama qui avait eu vraiment une mauvaise critique, bonne ou pas bonne, pesée ou pas pesée, réfléchie ou pas, mais vraiment dure. Et on m'avait dit, surtout Vincent, Télérama, tranquille. Et j'ai démoli Télérama pendant 30 minutes. Mais j'ai passé mon émission à leur chier dessus. Et personne ne pouvait rien dire. On n'allait pas arriver en plein direct en disant « Vincent, calme-toi », non. Donc pendant une demi-heure, j'ai chié sur Télérama, qui me l'a bien rendu depuis. Hein. Mais voilà, ce que je retiens, c'est que ouais, il y a eu 4-5 ans de ma vie où tu es sur un nuage. Tu es sur un nuage parce que quoi que tu aies envie, tu vas le faire. Moi, je quittais le plateau du Big Deal en disant à mon beau-frère Fred, qui était mon directeur artistique et le régisseur, je lui disais, demain, je voudrais 2 grues de 70 mètres. J'ai une idée. Et le lendemain matin, il y avait 2 grues de 70 mètres. Et on faisait une connerie. Voilà, maintenant c'est fini ça, tu peux plus. Vincent, une femme a beaucoup compté dans votre vie, c'est votre grand-mère? Oui. Et là,
je ne peux que être ému et respectueux en parlant de cette femme qui a été... Bon, moi, c'est un parcours un peu compliqué. Je suis en train d'ailleurs de l'écrire en ce moment. Parce que je me dis qu'arrive un âge où tu peux te permettre de raconter ton parcours. Donc moi, je raconte mon parcours 2 ans avant ma naissance. Parce que c'est important de connaître dans quel état d'esprit ma mère biologique et mon père biologique m'ont conçu. Et tout ce qui découle ensuite et explique pourquoi parfois je suis un peu comme ça. Ma grand-mère, mamie Froment, quand je suis arrivé à Paris, j'ai quitté chez moi, j'ai quitté un peu plein de choses, j'ai eu plein de problèmes dans ma vie, j'ai quitté le Club Méditerranée et je me suis retrouvé à Paris à ne travailler que dans les boîtes à putes. C'est-à-dire que je faisais les quelques cabarets un peu hola hola, olé olé à Paris, et c'était les seuls qui voulaient bien me prendre parce que j'étais pas connu du tout et je faisais ce qu'on appelait du visuel. Donc quand il y a un client américain qui descend avec une prostituée, il en a rien à foutre du comique. Donc c'est même pas la peine de s'exprimer en français ou en anglais. Le mec, il est juste... voilà. Donc je faisais du comique et je gagnais à l'époque 30 francs pour un quart d'heure. Et avec 30 balles, tu te loges pas. Donc j'habitais sur le canapé de ma grand-mère. Et j'ai passé jusqu'aux auditions de la classe. J'ai passé presque 1 an à vivre sur le canapé de ma grand-mère. Elle m'a nourri, elle m'a logé, elle m'a prêté sa voiture, elle m'a payé des fringues. J'étais un peu en froid avec mes parents adoptifs. Et donc, voilà, c'est vrai que ma grand-mère, je lui dois beaucoup. Comme au public belge, je dois beaucoup à certaines personnes et je sais ne pas les oublier. Vous pensez souvent à cette grand-mère? Oui, beaucoup, beaucoup. Chaque fois que... tiens, l'autre fois, on a joué à Luçon. À la fin du spectacle, on a eu un standing ovation. Paf, j'ai pensé à elle. Et je me suis dit, tiens, ben voilà, si elle n'avait pas été là, peut-être que je ne vivrais pas le plaisir d'avoir des gens qui t'applaudissent debout. En début de réponse, vous étiez en train de me dire que vous étiez en train d'écrire votre autobiographie. Oui. Pour quel éditeur? Pour l'instant, je l'écris. Et ensuite, j'irai les voir en disant, bon, combien? Et je vais en faire, je pense, un seul en scène aussi. C'est agréable ou c'est difficile de voir sa vie? C'est épouvantable. Parce que tu te dis, putain, je suis passé par là. Ah, putain, j'ai fait ça aussi. Et lui, je l'ai perdu. Et lui, je l'ai perdu. Et lui, je l'ai perdu. J'ai tellement perdu d'amis, de gens proches. Et curieusement, toujours de manière terriblement violente. Des meurtres, des accidents, des bagarres, des suicides. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu d'être cher dans des circonstances un peu dramatiques. Mon témoin de mariage qui a été assassiné il y a 2 mois dans les collines de Cavalère et qu'on a retrouvé 21 jours après à moitié enterré. Donc ouais, tout ça c'est des trucs qui sont... Mais bon, qui te fabriquent un mec, quoi. C'est pour votre fils que vous l'écrivez? Peut-être. Pour lui raconter des choses qu'il ne sait pas encore? Oh, il sait quasiment tout. Après, il y a des détails qu'il ne sait pas parce que je ne suis pas rentré dans certains détails. Mais ouais, non, revoir sa vie complètement défiler comme ça, ouais, c'est très, très, très lourd, très pesant. Et c'est vrai que toute la partie de mon adoption et même de mon abandon à l'assistance publique, waouh, ça a été dur à écrire, très très dur. Pas dur, ça a été dur physiquement parce que je voyais pas bien le clavier à cause des larmes. Vous faites toujours de la télé, évidemment, on vous retrouve l'été dans Fort Boyard. Oui, mais je avoir fais votre vraie émission à vous, comme par le passé, vous en rêvez toujours? Non. D'abord, financièrement, on n'aura pas les moyens qu'on avait par le passé, donc... refaire une émission qui sera inférieure à ce que j'ai pu faire, non. Et puis d'un autre côté, j'ai pas envie de faire l'effort d'être comme on doit être maintenant, c'est-à-dire rentrer dans le moule. Je suis jamais rentré dans le moule en 62 ans. Je vais pas faire semblant de rentrer dans le moule pour faire l'ultime émission de télé. Je m'en contrefous de là. Franchement, je gagne 10 fois moins d'argent en faisant du théâtre, mais je prends 10 fois plus mon pied à retrouver une bande de potes. Quand on va jouer sur scène, on n'est pas là à se dire, bon, alors n'oublie pas ci, n'oublie pas ça. C'est juste, allez, c'est à celui qui sortira la plus grosse connerie avant de démarrer. Sur scène, on a une complicité qui fait que, de temps en temps, on peut se permettre d'essayer de faire éclater de rire le copain avec un truc passé comme ça. Il n'y a personne qui tire la couverture. C'est sain, c'est vraiment sain. Voilà. La suite de votre carrière, c'est sur les planches que vous l'envisagez alors? Oui, carrière, parce que la carrière, c'est pas ma vie. Moi, ma vie, elle est dans la colline, à Cavalère, avec mes chiens, avec mes engins pour faire du sport sur l'eau. Ma vie, elle est avec mes potes,
Le métier, c'est... Et puis encore une fois, j'ai jamais voulu faire ce métier. J'ai jamais fait d'école, j'ai jamais été attiré par les lumières. J'y suis venu, mais totalement par hasard. Et c'est vrai, quand la notoriété vous tombe dessus et que votre compte en banque se remplit à cette vitesse, c'est assez déroutant pour un mec comme moi qui n'aspirait qu'à une vie, entre parenthèses, d'ouvrier. Moi, je suis soudeur à la base. Donc mon truc, c'était de travailler sur des chantiers. Et là, d'un coup, je me retrouve vedette, star. Mais ça m'a bien plu. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance? Je la souhaite à personne. Je la souhaite à personne. Et un amas de merde, un amas de galères, de déceptions, de tristesse, de... Les petits garçons ont tous un rêve. Je voulais devenir pompier et je l'ai été. Pendant combien d'années? J'ai été pompier 1 an. Et puis là aussi, j'ai vécu un tel drame que j'ai arrêté avant d'aller jusqu'au bout de mon contrat. Je n'ai vécu malheureusement que des trucs extraordinaires qui se sont finis de manière dramatique. Ravi de vous avoir rencontré. Père et Manque, c'est du 19 au 21 novembre au Centre culturel d'Oderghem. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à cette chaîne. Vincent, à votre santé et moi je vous dis à très vite ici ou ailleurs.